dont je voudrais parler, c'est l'histoire de la vente du droit d'aînesse, quelles qu'aient pu être les précautions que Yaakov a pris, Micha Kayom et Proratrali, quand il a dit à Esav, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et c'est fait Kayom, c'était Barour Kayom, aussi clair que le jour, avec un grand Talmid Chacham qui s'appelle Yaakov, qui a veillé à ce que toutes les conditions et toutes les restrictions figurent dans le texte. Et bon, il n'empêche que par la suite, Esav n'a pas arrêté de réclamer son droit d'aînesse. Il m'a roulé à 2 reprises, il m'a pris la Bchora, il m'a pris mon droit d'aînesse, il m'a pris maintenant les brachot. Et bon, il continue à maintenir, il est le premier parce qu'il est le premier, point à la ligne. Qu'est-ce qu'il a vendu? On n'en sait rien, mais ça n'a pas empêché qu'il n'a pas bougé d'un pouce dans ses prétentions de... Et peut-être pour lui donner un peu raison, peut-être que les conditions de la vente du droit d'aînesse étaient peut-être un peu abusives, c'est-à-dire, enfin, les conditions ont amené Yaakov, ont permis à Yaakov de lui vendre un droit d'aînesse pour une bouchée de pain, parce qu'il était en train de mourir de faim, et si on meurt de faim et qu'on te demande de vendre le droit d'aînesse, ou quoi que ce soit, ben, tu es prêt à tout pour sauver ta vie. Bon, c'est, même si la légitimité du texte du contrat, elle fait foi, mais on est quand même un peu gêné aux entournures qu'on a dû en arriver à des circonstances comme ça un peu extrêmes pour que le droit d'aînesse soit vendu. Bon, il y a beaucoup de réponses là-dessus, il y a beaucoup à discuter là-dessus. En vérité, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est plutôt vu ces restrictions du côté des Esav qui sont permanentes. Est-ce que ce droit a effectivement été vendu? Est-ce qu'il n'a pas été vendu? Est-ce qu'il y a un droit de revenir là-dessus? C'est de ça que je veux parler. Le premier texte que je vais apporter, c'est Rashi. Quand Rivka est tombée enfin enceinte, elle a eu des jumeaux, et c'était une grossesse tellement difficile que elle était quasiment métaphysique. On a vu des enfants qui se battaient dans le sein de leur mère, ce qui n'existe pas dans la réalité, comme si ça préfigurait une rivalité éternelle entre les 2 enfants à naître. C'est quelque chose tellement incroyable que quand elle a entendu qu'elle avait 2 enfants, c'est quelque chose qui l'a apaisé. Elle dit, ah, c'est 2 réalités, 2 pôles opposés que je porte en mon sein, et ça expliquerait les douleurs absolument intolérables de la grossesse. Les enfants se battaient en son sein, et Rivka déclara, si c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai tellement voulu de cette grossesse? Et elle alla interroger Hachem. À l'époque, pour aller interroger Hachem, il y avait des prophètes, ou des gens doués de Ruach HaKodesh, qui s'appelaient Shem et Ever, c'était la grande yeshiva officielle, et elle s'est rendue là-bas. Vayomer Hachem la, shene goim bevitner, ou shene lumi me'er tiparidou, ou le hom il hom yematz, verav yabot saïr. Hachem lui annonce, 2 nations sont dans ton sein, 2 peuples dans ton sein, 2 nations vont se diverger à partir de ton ventre, et une nation tirera sa force de l'autre, et verra Yavot Saïr, on en parlera peut-être tout à l'heure, le grand servira le plus jeune, selon les traductions officielles. Alors,
ce qui m'intéresse, c'est avant d'en arriver là, c'est Rashi. Donc sur le passouk déjà. Une seconde. Oui, j'ai pris un chumash qui n'est pas celui dans lequel j'ai préparé, alors ça prend toujours un peu de temps jusqu'à ce qu'on se repère. Vayetrotsetsu abanim bekirba, les enfants couraient dans son sein, ou bien se battaient en son sein. Al kochach hamikre hazeh omer darsheni, tu es obligé, ce pasuk exige d'en arriver au midrash pour être compris. Alors, mitrot setsim zeimze, etc. Je m'excuse. C'est fou, j'arrive même pas à trouver ce que je cherche. Excusez-moi. Nous. Alors, c'est en vérité une intervention de Rashi un peu plus tard. Donc, les jours de la grossesse se sont terminés, et voici qu'il y avait des jumeaux en son sein. Le premier est sorti, Vayetse Arishon Admoni, le premier est sorti Admoni, rouge, roux, Kulo Kaderet Sear, comme il avait une toison abondante, comme une peluche, dit Rashi en vieux français, Vayikru Shemo Esav, on appelait son nom Esav, Vachachen Yatsa Achiv Yado Chezet Bakev Esav, puis est sorti son frère, qui tenait le talon de Esav. Vaikra Shemo Yaakov, il a appelé son nom Yaakov, Yitzhak ben Shishim Shana Belé de Totam, et Yitzhak était âgé de 60 ans à leur naissance. Alors, à propos de ce verset, Achareken Yatsa Achiv, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant dans ce verset quand on parle de Esav et de Yaakov, que ayant dit dans un précédent verset Vayetse Arishon, le premier est sorti, on s'entend à ce qu'après sorte le deuxième. Mais ce n'est pas le deuxième qui est sorti. Une grossesse avec des surprises. Vacharechen Yatsa Achiv, c'est son frère qui est sorti. Oui, bon, évidemment. Mais il n'est pas qualifié de second, alors qu'on aurait dit le premier est sorti, puis est sorti le deuxième. Premier appelle un deuxième. Eh bien non, il s'appelle Achiv, son frère. D'où un recours nécessaire au Midrash pour nous expliquer, mais tiens, pourquoi on n'appelle pas le deuxième? On peut opposer un premier et un deuxième, ou un est sorti et l'autre est sorti. Le premier qui sort, on l'appelle Rishon, le premier, et le deuxième l'appelle Achiv. C'est un peu mal accouplé, n'est-ce pas? Bien. Alors Rashi dit, Shamati Midrash Agada Dorsho le Fipshuto, j'ai entendu un Midrash qui interprétait ce verset d'après le sens littéral proche du texte. Bedin haya ochesbo laakvo. C'est légitimement qu'il le saisissait pour l'empêcher. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est marqué? Le premier est sorti, etc. Hein. Ensuite est sorti son frère, dont la main saisissait le talon de Esav. Il appela son nom Yitzhak. Yaakov, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? La main qui saisissait, en vérité, Bedin aya oches bo lakavo, c'était à juste titre qu'il le retenait pour l'empêcher de sortir, comme si Yaakov voulait passer avant lui et il voulait le garder à l'intérieur. Yaakov notsar miti parishona, ve'esav min hashniya,
En effet, Yaakov avait été formé à partir de la première goutte de Zéra, et Esav minashnia et Esav de la deuxième. Tseulman mishfoferet shpiak tsara, apprends-le à partir d'une éprouvette dont le col est étroit. Tenbo shete avanim zu tachadzu, si tu y places deux pierres, une en dessous de l'autre. Hanichneset rishona tetse acharona, vanichneset acharona tetse rishona. La première à rentrer, c'est la deuxième à sortir, et la deuxième, la dernière à sortir, c'est excusez-moi, la première à rentrer sortira en dernier, et celle qui est rentrée en dernier, c'est celle qui sort en premier. Nimtsa, il se trouve donc, Esav hanotser ba'acharona yatzarishon. Donc, Esav qui est formé en dernier, c'est lui qui va sortir le premier. Et donc, Yaakov shenotsa rishon, shenotsa rishona, yatsa acharon. Et Yaakov qui a été formé en premier, donc il va sortir en deuxième. Donc ça explique la légitimité de Yaakov qui tient à empêcher son frère à sortir en premier. Yaakov bala akavo. Et Yaakov donc vient empêcher son frère de sortir en premier. C'est moi le premier. J'ai formé le premier. Chez Rishon le dégât que Rishon lui dira, de sorte à être premier à la naissance, comme il était le premier à la création, à la yetzira, à la formation. V'yiftoch et rachma. Et donc que ce soit lui qui ouvre la matrice, v'yitol et abrora minadin, et qu'il prenne le droit d'aînesse minadin, d'une façon légitime. Vous écoutez Rashi, vous entendez quelque chose qui ne tourne pas rond dans Rashi, bien qu'il s'agisse de Rashi. Alors, Rashi commence à dire comme ça. Qu'est-ce que dit le Midrash concernant la naissance de Yaakov et Esav? Le premier qui sort, c'est Esav, il est sorti, mais on voit que le deuxième, il cherche à le retenir, qui lui attrape le talon. Le Midrash, donc, rebondit sur le fait qu'on n'appelle pas Yaakov le deuxième, après avoir parlé d'Esav comme le premier, pour nous dire en vérité, c'est son frère, on ne peut pas le qualifier de deuxième parce qu'il a une mala, il a une supériorité quelque part qui empêche de le considérer comme tellement deuxième que cela. Et grâce à cette réflexion, on comprend cette histoire de tenir le talon, c'est pas un hasard, c'était de toute façon une grossesse. Est-ce qu'elle a vraiment existé ou pas? Parce que dans la grossesse, c'est un peu difficile à ce que les choses se passent comme cela. Les enfants sont encore inconscients, et puis de toute façon, ce qui est raconté à propos de cette grossesse, quand on discutait de savoir quand est-ce que l'Yetzer Hara il existe dans la personne, c'est seulement au moment de la sortie, sinon l'enfant ne resterait pas dans le sein de sa mère. Mais on est en train de nous décrire que pendant la grossesse, quand Rivka passait devant Avodah Zara, il y en a un qui se débattait pour sortir, et quand elle passait devant la yeshiva de Shem Ever, c'était Yaakov qui voulait sortir. Donc ils sont comme s'il y avait déjà du Yetzer Hara quelque part qui... Bon, peu importe. Est-ce que cette histoire elle est vraie, vraiment qu'elle s'est déroulée, ou est-ce qu'il y a un message? Ensuite, vous voyez bien l'exemple de l'éprouvette, ça semblerait ridicule aux médecins depuis pas mal de temps qu'on va comparer les organes de la maman, on va organiser ça, on va comparer ça à une éprouvette étroite tout le long, que la première goutte de zéra, de semence qui rentre, elle est au fond, et donc la deuxième se met devant, et donc à la sortie c'est juste l'inverse. C'est une image très commode, mais qui ne correspond pas à grand chose, ou bien qui ne correspond à rien. Quoi qu'il en soit, Rashi amène cette image pour nous expliquer la justification de Yaakov à vouloir retenir à tout prix Esav, minadin à Yaakovo. On parle que de choses légitimes.
légitimement, il voulait le bloquer. Vous entendez? Qu'est-ce qui est légitime? C'est que, étant donné que lui serait formé par la première goutte de sperme, eh ben c'est lui, à lui de sortir le premier. Donc, c'est légitime qu'il veuille retenir son frère. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier. Exemple de l'éprouvette, le premier à rentrer, c'est le dernier à sortir. Ça marche? Bien. Eh bien, comment il continue? Il veut le retenir pour être le premier à sortir et ouvrir la matrice. Rachidi, j'espère que je ne vais pas mettre autant de temps que tout à l'heure pour le retrouver. ויעקב בא לקבו, שיהיה ראשון ללידה כראשון ליצירה, ויפתור את רוחמה, ויטול את הבכורה מן הדין pour prendre le premier, le droit d'aînesse מן הדין, légitimement. Tiens donc. Ah, une seconde. Mais qu'est-ce qui est légitime? Toi, tu me racontes au début que ce qui était légitime, c'est le droit d'aînesse de Yaakov, puisque premier formé, donc ça lui revient. Donc c'était légitime de retenir le frère pour sortir le premier. Parce que en vérité, le premier c'est toi, le premier c'est Yaakov. Mais il voulait sortir le premier pour prendre le droit d'aînesse de droit, légitimement. Alors, je ne comprends plus. Quelle est la légitimité? Si la légitimité, c'est que le premier qui est formé, c'est lui qui est légitime, pourquoi il se retrouve que le premier qui sort, c'est lui qui est légitime? À l'inverse, si tu regardes la sortie, ben c'est Esav qui est premier, Gamarnou. On termine le chapitre. Mais ici, on voudrait que le premier qui est formé, c'est-à-dire Yaakov, prenne la Bchora minadin. Ça veut dire il. C'est légitime. Non, il y a deux choses. Il est légitime. D'abord, il est légitime qu'il retienne son frère pour sortir le premier parce que c'est lui le premier. Mais en vérité, parce que c'est le premier qui sort, qui est légitimement le premier. C'est ça ce que Yaakov voulait obtenir. Alors, on n'y comprend plus rien. On est en présence de deux légitimités. Une légitimité de celui qui est formé le premier, qui fait que c'est légitimement que j'essaie de sortir le premier, puisque légitimement je suis le premier, et une légitimité du premier qui sort, qui est une autre légitimité qui donne que Yaakov lui-même reconnaît, enfin disons, s'il reconnaissait quelque chose, c'est ça ce qui fait qu'on est le premier minadine. D'accord? Bon. Ça, c'est la première chose que je veux vous faire remarquer. C'est-à-dire l'opposition d'une légitimité de la Yetzira, de la formation, premier qui est conçu, disons, et la légitimité de la venue au monde. Il y a deux légitimités, celle de la conception, mettons, de la Yetzira. Yetzira, c'est littéralement formation. Et la deuxième légitimité, c'est celle de la sortie au jour. Ah, donc, regardez déjà un petit peu que l'histoire du droit d'aînesse est moins tout blanc, tout noir qu'on pourrait croire. Oui, nous, on croit, Esav est le premier, c'est lui le droit d'aînesse, et il vend son droit d'aînesse à son frère. Si la vente a été valable, la vente, c'est lui qui acquiert le droit d'aînesse. On va dire c'est peut-être acquis dans des conditions un peu sulfureuses, un peu il profite de ce pauvre petit chou d'Esav, le tueur, il avait tué le jour même, où il a vendu son droit d'aînesse. Alors le pauvre chou, il a eu un moment de faiblesse, et donc Yaakov a intelligemment profité de cela, selon qu'on est juif ou pas, pour enlever les armes à un tueur.
n'est-ce pas, et s'emparer du droit d'aînesse. Bon, mais ça c'est la moralité, mais c'est la morale, pas la moralité, c'est la morale qui va dans ce sens-là, mais la légitimité des... Bon, le qui s'est vendu bien ou pas, on croit que c'est le problème, c'est celui-là. On voit dans Rachid, non, le problème est autre. On a face à face deux légitimités. Une légitimité de la Yutsira, une légitimité de la Yutsia. Et les deux s'appellent Minadin. Hein? C'est légitime que Yaakov cherche à sortir le premier, puisqu'il est formé le premier, mais celui qui sort le premier, c'est lui qui est légitime. D'accord? Donc c'est un sujet plus complexe que le sujet de la légitimité, ou je ne sais pas trop quoi, le fair-play de Yaakov à acquérir le droit d'aînesse dans est-ce qu'il fallait faire ça comme ça ou pas? Est-ce qu'il faut attendre que, je sais pas, que l'Iran dépose très sagement les armes pour, etc. Ou bien on peut faire des sales coups pour essayer de désarmer un ennemi dangereux? Bah, c'est pas ça le problème qui m'intéresse, c'est Rachi qui m'intéresse. Bon. Bon. La vérité, toute cette histoire-là, scientifiquement parlant, à part l'éprouvettes, c'est quelque chose de... Je ne connais rien à la biologie, mais je pense que ça n'a absolument rien à faire avec la biologie, de savoir le premier à être formé, le premier à sortir. Qu'est-ce que cette histoire-là? À part l'éprouvettes pour illustrer la chose, je ne comprends pas très bien cette histoire que le premier à rentrer, la première goutte de sperme, c'est ça qui est formé en premier. C'est toi qui le dis, je veux dire, comment ça se passe, c'est plus compliqué que ça. La fécondation est quelque chose de beaucoup plus complexe que quelque chose de genre là, donc on va dire, premier de la Yutsira, deuxième de la Yutsia. Bon, très visiblement, on parle de choses plus intéressantes que cela, que de faire un état des lieux, des idées qu'on se projetait, qu'on avait dans la tête à l'époque sur ce qui se passait dans l'anatomie ou je sais pas, ou des choses de genre. Bien. Premier texte. Deuxième texte. Dans la même partie du texte, le premier est sorti Admoni, le premier est sorti roux. Vaikreu Shemo Esav. On a appelé son nom Esav. Hakol Karu Loken. Le fils Shaya Naase Benigmar Besaro que Ben Shani Marbe. Tout le monde l'appelait ainsi parce qu'il était formé et terminé avec ses poils comme s'il était déjà bien âgé. C'était un enfant velu, je sais pas, un homme des cavernes qui a surgi, pauvre Rivka. Un homme des cavernes, elle a mis au monde un homme des cavernes tout velu. Vous imaginez un truc comme ça, c'est un singe qui sort de l'homme. Et Akol Karoulo, tout le monde l'a appelé. Parce que le terme de Esav, c'est Assoui, fait. Il était fait, il était terminé. Comme Rachid dit, Asiya, c'est Tikkun. C'est terminé. Il était achevé, il était formé. C'est un enfant qui sortait avec des griffes, avec des ongles, avec des cheveux, prêt au combat. C'est un homme affûté, quoi, pour un homme terminé. Bien. Tout le monde l'a appelé. Depuis quand est-ce que tout le monde a appelé qui que ce soit? Enfin, bon sens, c'est pas les gens qui donnent le nom à l'enfant. Surtout, il y avait un Brit à l'époque. J'imagine qu'au moment du Brit, ça devait être Yitzhak qui allait vers le Moël, à moins qu'il était lui-même le Moël. Ouais. Sinon, c'était Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait quand même la main. Alors, et donc, c'était lui le Moël. On lui demande quel est le nom de l'enfant. Ouais. Et ici, apparemment, tout le monde donnait le nom. Voilà, voilà. Vox Populi. Oui. La voix populaire, quoi. Tout le monde l'appelait. Vaikreu. On l'appelait ça, on ne dit pas Vaikra. Je comprends que, peut-être, que les gens, c'est comme ça qu'ils disaient. Ils disent, pas mince, alors ce gosse-là, il a quand même quelque chose de spécial. Il est tellement terminé, il est tellement achevé que faut lui donner un nom comme ça. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Cette histoire-là, c'est tellement rare. Il faudrait lui donner un nom comme ça. Mais alors, j'aurais dit, moi, le père l'a appelé comme ça, d'après ce que les gens ils disaient. Mais pas les gens, ils l'ont appelé. Et les gens, ils n'ont rien à appeler. Et surtout qu'après, quand il y a le deuxième qui naît, ça arrive, il sort son frère, et là c'est marqué
Vaïkra Shemo Yaakov. Pour Yaakov, c'était au singulier. Pour Yaakov, le nom était au singulier. Hein? Pourtant, zut, le fait qu'il tenait le talon de son frère, hein, c'est pas tout. Peut-être tout le monde n'a pas assisté à l'accouchement. Alors que le résultat de l'accouchement, on l'a vu, quoi. Oui, Yaakov était un enfant qui avait l'air d'un être humain, alors que l'autre, il avait l'air d'un singe, ou je ne sais pas trop quoi, comment est-ce qu'il est décrit ici, voilà. Kadosh Baruch Hu. Je dis, qu'est-ce qu'il a appelé au singulier? Kadosh Baruch Hu. Amaratem kritun lebrochem Shem, Afani ekra lebni, Bechori, Shem, Hadaoudirtiv, Vaikra Shemo Yaakov. Le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il l'a appelé au singulier? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme pour prendre la contrepartie là, de ce qui s'était passé pour le premier que tout le monde a appelé. Atem Krutem, vous avez appelé, votre premier, vous l'avez appelé, vous lui avez donné un nom. Ben moi aussi, mon préféré, je vais lui donner aussi un nom. Comme c'est marqué, Vaikra au singulier. Davacher Aviv Karalo Yaakov, Alshem Achizat Haekev, ou encore, ça pouvait être au singulier, c'était son père qui l'a appelé. Yaakov, Yaakov, à cause du talon. Bien. Alors, donc, on oppose le premier nom qui a été donné, il a été donné par Atem, vous, tout le monde, tous les assistants. Parce que ça les regarde. Le père, il a appelé. Le père, il peut dire, tout le monde l'appelle comme ça, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe avec ce Esav, bien qu'on va, comme si on appelait un enfant terminé. On l'aurait appelé terminé. C'est rien, quelque chose comme ça, Esav. Et après, eh ben, il dit, tiens, ben, on va l'appeler. Ouais, non, il semblerait que le premier, c'est les gens qui l'appelaient, très bizarre. Et le deuxième, eh ben, Hachem, il prend le contre-pied de ce qui a été fait jusqu'à présent, il dit, bah, vous l'avez appelé, ben, maintenant, à moi de l'appeler, à mon tour. D'accord? Un peu bizarre. Troisième remarque, le Midrash. Le Midrash est dit, Vaikrou Shemo Esav, ils ont appelé son nom Esav, donc vous retenez Esav, ça veut dire fait, accompli, terminé. Bon, le Midrash, il ne dit pas comme ça, Heshav Shebarati Beolami. C'est quelque chose d'inutile, de mensonger éventuellement, d'inutile que j'ai créé dans mon monde. Esav. Esav. Pas terrible. Hein? Bon. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak. Atun Kritun. Le Chaziratron Shem. Afana Kore Lebini Bechori Shem. Ko Amar Hashem. Beni Bechori Israël. Rabbi Yitzhak. Vous avez appelé votre porc, votre cochon, vous lui avez donné un nom. Ben moi aussi, je vais appeler mon fils. À moi, je vais lui donner un nom, comme c'est marqué, Hachem il dit, Beni Bechori Israël, mon fils aîné c'est Israël. Vous voyez, un petit peu la même chose que ce que Rashi nous a dit, mais Rashi, je ne sais pas si c'est la censure qui lui faisait peur, a effacé le cochon. Ouais, et il a dit. Mais dans le Midrash, et ça avait qualifié votre cochon. Bon sang, hein? Comment elle s'appelle? Florence Pernou, non? Laurence Pernou, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui dit tout se joue avant 18 mois, là, hein? C'est ça? Alors, c'est bien avant que ça se joue, bien avant. Déjà à la naissance, Hachem il le qualifie de cochon. Il n'a pas encore agi, il est déjà un cochon. Purée, tout se joue. Hein, vous connaissez tout le monde cette histoire, je ne sais pas de qui, enfin ça n'a aucune importance de quoi il s'agit. Il vient chez un rave et dire bon, bah, j'ai eu un enfant et quand est-ce qu'il faut commencer son éducation? Il dit ah, c'est déjà trop tard. Oui, bon, on comprend, ça n'a pas d'importance s'ils viennent le voir après. Le premier jour, auprès de 8 jours, 30 jours, 1 mois, 5 ans, ça peut peu d'importe, c'est pour dire qu'en vérité c'est déjà trop tard. Ici on a aussi l'impression que c'est beaucoup trop tard pour Esav, c'est déjà un cochon à la naissance. Et Bono chez l'Olam, il n'a encore rien fait dans le monde. Il n'a encore rien fait. Ça veut déjà concho.
C'est déjà un cochon. C'est pas Guillaume, c'est déjà un évêque. Ouais. Ah oui. Il y avait la bagarre dans le ventre, quand même. Comment? Ce qui se passait dans le ventre, c'était révélé peut-être déjà de ces... Mais non, mais ça peut changer. C'est celui qui est sorti, le truc. Il fallait voir si la maternité était construite en face d'une église ou en face d'une choule. Hein, pour savoir qui va sortir le premier, quoi. Hein. Alors, je trouve ça un peu dur ça a l'air comme ça, vous voyez, je dirais ça, c'est un peu lâche cette façon de parler. Je qualifierais ça, si je ne savais pas que le Midrash c'est sérieux, je qualifierais c'est une espèce de, hein, vous savez, le coup de pied de l'âne comme ça, en passant comme ça, mine de rente par des sables, ça ne suffit pas, alors une espèce de coup de coude dans les côtes. Vous avez appelé votre cochon. Qu'est-ce que c'est que ce Midrash, quoi? Il est en train de se venger de tous les maux que les chrétiens nous ont fait souffrir. Oui. C'est quoi? C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas le Midrash, il parle pas comme ça le Midrash. Le Midrash c'est sérieux. Voilà. C'est là que. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai souligné 3 choses. D'abord, j'ai souligné cette difficulté qu'il y a dans Rashi, où il parle de 2 légitimités. De la légitimité d'être Notsar Rishon, la légitimité qui lui aurait donné le droit de sortir le premier, c'est le fait d'être formé en premier, c'est Yaakov qui l'a. La légitimité de la sortie qui est d'être sorti en premier, et c'est Esav qui l'a. Bien. D'où, dans cette histoire de la légitimité ou de l'imposture, ou de l'usurpation du droit d'aînesse, dont s'accusent mutuellement, pas musulmans, non, ça, ils s'en font, pour une fois qu'ils font pas partie, ça y est, c'est fini, on passe aux choses sérieuses, les Arabes, ça y est, on les a laissés derrière nous, maintenant on est en train d'avancer. Alors, maintenant, dans l'histoire que s'accusent mutuellement les descendants d'Esav et ceux de Yaakov, voleurs, usurpateurs, imposteurs et tout ce que vous voulez, c'est pas seulement ou pas tellement sur la vente elle-même sur laquelle on se prononce, surtout que les chrétiens, s'ils avaient une chose, c'était des grands légitimistes. Ils n'ont pas beaucoup fait avancer la pensée, la réflexion sur la pensée, mais la gestion et l'administration, pour ça ils s'y connaissaient vraiment beaucoup et le droit avait une importance énorme chez eux. Et à ce titre-là, je pense que si le shtar, le contrat de vente du droit d'aînesse était fait par un juriste éminent, un talmudiste brillant qui s'appelle Yaakov, c'est difficile de penser qu'il y ait le moindre droit qui reste pour le pauvre Esav. Par contre, si on est en train de parler de la légitimité de la sortie et celle de, alors le problème se déplace. Non pas qu'une fois il dit oui, mais même s'il était premier à la sortie, parce que la sortie donne le droit d'aînesse, mais il l'a vendu. Mais fondamentalement, on est en présence de 2 légitimités. Oui, bien. Ça, c'est la première difficulté que le texte, où Rashi, il semble avoir une difficulté de se positionner selon quoi. Bon. Deuxièmement, quand on parle que tout le monde appelle, alors qu'après on va dire c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a appelé, ou bien c'est Yitzhak qui l'a appelé au singulier, Vayikra, Shemo, Yaakov, alors on précise bien que c'est ou Hachem, Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé, ou bien que c'est son père. Mais on n'est pas, donc par opposition à Aten Kruten, vous avez appelé, donc les gens ils appellent, et ça c'est quelque chose que je trouve assez étonnant, que les gens, c'est eux qui donnent le nom. Vous comprenez? On peut se baser sur l'impression générale que tout le monde a, mais c'est pas aux gens d'appeler. D'accord? On n'a jamais vu une mila dans laquelle tout le monde se précipite pour donner son avis sur la situation. Vous imaginez cela, ça serait quelque chose de... Ça serait... Hein? Pas mal comme animation. Bon, alors, bataille autour d'un bébé. Bataille rangée dans une synagogue. Vous imaginez un truc pareil, les grands titres au Figaro, là, piou, ça serait beau. Alors, je ne parle pas du monde. Alors, voilà. Et le troisième étonnement que j'ai, c'est quand on passe au Midrash. Le Midrash qualifie carrément Esav de cochon, ce que je trouve qui est
un peu mesquin, petit, sournois, malvenu, quoi. Bon, a priori. Mais réfléchissons. Si, d'après ce que Rachid dit, le fait d'avoir des jumeaux, c'est que c'est comme un truc qu'on renverse, ce qui est au fond en premier sort en deuxième, et la sortie elle est bouchée parce qu'elle est étroite par ce qui est au-dessus, eh bien, si on voulait que les choses se passent d'une façon qui est moins de tension, oui, ben on n'a qu'à dire que le deuxième qui sort, c'est le premier. Pourquoi pas? Si, soi-disant, on sait ce qui se passe, et qu'on sait que le deuxième à sortir, c'est le premier formé, pourquoi on se mettrait dans un débat, alors qu'on le sait très bien, on dit le deuxième, ah, c'est le premier. Oh, même dans les familles froum, le premier à sortir, on l'appelle l'aîné. On lui fera la mila d'abord, et des tas de choses. Le pide de la bête, ça sera lui qui le fera. On fera ça sur le premier à sortir. Mais comment les juifs, je dis que le monde, ils comprennent rien, ils n'ont pas lu Rachi. Ils n'ont pas compris Rachi. Oui. Mais nous qui croyons avoir compris Rachi, comment se fait-il que nous, au moins, on ne déclare pas à la mairie, ils ne savent pas comment ça s'est passé, que le deuxième c'est le premier? Ou au moins, même si on est obligé à la mairie, parce que, hein, mais au moins pour nous, qu'on sache très bien que le deuxième c'est le premier. J'ai jamais vu des ménages juifs qui ont des naissances multiples, qui ont déclaré que le dernier à sortir c'est le premier à rentrer, que c'est lui le premier. On n'a jamais vu une chose pareille. Donc il faut croire que la sortie est quelque chose qui fixe les choses, combien bien on sait que c'est pas ça qui correspond à la conception, n'est-ce pas? Bien. Ah, je pense qu'ici il faut regarder les choses comme ça. Il y a non pas à décider qu'est-ce qui l'emporte, la sortie ou la formation, l'un contre l'autre, on joue l'un contre l'autre, qui c'est le vrai aîné, Yaakov ou Esav, mais qu'on a deux légitimités d'aîné. On a en présence, pas qui c'est l'aîné, je ne parle pas du droit de vente, hein, ça ne m'intéresse pas, je ne parlerai pas de ça, mais on a en présence deux légitimités premiers. Une légitimité de formation, une légitimité de la sortie. Point barre. Quelle est la logique qu'il y a là derrière ces deux légitimités? Eh bien, je veux dire que la légitimité de la sortie, c'est la légitimité de l'apparence. Que dans le monde, le premier à sortir, c'est lui le premier. Et tout le monde, y compris les juifs religieux, vont qualifier d'aîné le premier à sortir. Et on ne se pose pas des questions métaphysiques, et on n'est pas en train de ramener Rachi et faire un grand pipou de dire voilà, alors c'est lui le premier, mais c'est pas vrai, mais c'est l'autre, je déclare officiellement que le deuxième c'est le premier. Il n'y a personne qui n'a jamais fait une histoire de ce genre-là. Ça veut dire que tout le monde, dans le monde, les choses elles fonctionnent, que la primauté, le droit d'aînesse, il est donné par le premier qui sort. Point. Fini. Les choses s'arrêtent là. Et cette primauté, cet avantage du premier à sortir, c'est la légitimité de l'apparence. Ce que le texte nous dit, ce que les gens y disent, atem crutem, on n'est pas, je ne pense pas une seconde que Yitzhak a abandonné le droit d'appeler son enfant aux gens. Il n'y a pas un cœur grec là derrière qui dit au moment de la Mila, qui n'a pas eu, peut-être pour ça qu'il y a des problèmes, puisqu'il s'est sauvé, il n'a pas eu la Mila, ils avaient peur qu'il y ait des problèmes de sang, parce qu'il était roux, comme rouge. Bon, alors, il dit, le cœur grec, il est où? C'est le premier. Ouais, non, c'est jamais, il s'appelle, pas du tout. C'est que, c'est ça qui est l'appellation. Appeler premier, c'est regarder l'apparence.
qu'il y a une légitimité dans le monde qui fonctionne comme si le monde physique et naturel, c'est ça la réalité ultime, et qui dans cette logique que le monde existe en soi et signifie quelque chose en soi, il y a une légitimité là-dedans qui s'appelle que le premier à sortir, celui de l'apparence, ce que les gens disent, c'est ça qui fixe les choses. C'est la perception de l'apparence, c'est ça ce que ça veut dire le port. On n'est pas en train de porter dans le Midrash un jugement de valeur sur le comportement à venir, futur des Esav. On n'en sait rien. Il n'y a pas de parti pris. Mais on appelle ça, regardez bien, Bechori, Bechorchon. Mon premier-né, votre premier-né. On est en train d'opposer en vérité deux premiers-nés. Le mien, dit Hachem, mon premier-né, Beni Bechori Israël. Le vous, ce qu'on appelle vous, votre premier-né, Bechorchem, ou bien, en d'autres termes, Chazirchem, votre porc, non pas parce qu'on juge déjà Esav qu'il est déjà fichu dès le début, dès la naissance, tout est déjà joué avant 18 mois, même avant 18 mois. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça dont on parle, disons au moins. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que votre façon de juger, elle juge que le porc, il est cachère, puisqu'il suffit de montrer patte blanche et de montrer qu'il a le sabot pas fendu pour qu'on dise cet animal, il a l'air cachère, il veut se faire passer pour cachère. Et c'est très difficile. Si dans le fond, il n'est pas cachère parce qu'il rumine pas ou des problèmes de ce genre-là, ça c'est des problèmes qui sont masqués, c'est pas comme ça qu'on regarde les choses. On regarde le cochon s'il faut le placer quelque part, ouais, et ben c'est dans le monde de l'apparence, le cochon il a un siman kashrut. Il est cachère parce qu'il montre patte blanche, n'est-ce pas? Alors, c'est ça ce qu'on est en train de juger ou d'appliquer un nom à la brora des hommes. Votre premier-né, c'est votre porc. Ça serait n'importe qui, ce serait quelqu'un d'autre qu'Esav. Ce serait Esav sans qu'on sache qui va faire de sa vie. C'est juste opposé dans le Midrash. Vous avez qualifié Aten Kritun le Chaziratron, vous avez appelé votre porc Shem, vous lui avez donné un nom. Moi, si j'appelle mon fils aîné un nom, ou bien dans Rashi, c'est encore plus flagrant, si vous vous souvenez. Akadosh Baruch Hu Amar, Atem Kritun le Bchorchem, vous avez qualifié votre premier-né, Afani Ekra Libni Bchori. D'accord? Donc, il y a ici un changement, une légitimation du premier-né de la sortie. C'est ce que le monde, ce qu'on a fait, que le regard des hommes, c'est le deuxième à venir. Ça sera quelqu'un qui connaît la profondeur des choses. Oui, mais ça ne nous intéresse pas le processus technique, scientifique, biologique qui fait qui c'est le deuxième à sortir ou pas. Là, on n'a rien affiche de cette histoire-là. On ne rentre pas du tout dans ces considérations et on ne les fait pas jouer parce que si on les faisait jouer, on déclarerait que le deuxième c'est le premier. N'est-ce pas? Mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut donner un nom. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va qualifier les choses de son à lui. Je veux dire la difficulté du problème. Il y a un verset qui dit Breshit bara Elokim et shamayim v'ta'aretz. Au commencement, Hachem a bara, il a créé le ciel et la terre. Un peu plus tard, c'est marqué B'yom asot Hachem Elokim eretz v'shamayim. Le jour où il a fait, Asiya, il a fait, pas créé, où Hachem Elokim a fait la terre et le ciel. Donc, quand on parle de la bria, quand on parle de la création, disons, de l'idée, au niveau de la conception, au niveau de la Yetzira, et même plus haut que la Yetzira, ça s'appelle la Bria. Alors le regard, c'est la terre. Au début, Elohim a créé la terre, le ciel et la terre. Parce que c'est normal, le regard sur la primauté, qui dépasse, qui c'est le droit d'aînesse,
C'est le monde des valeurs, c'est le ciel, c'est la finalité, c'est tout ce que vous voulez, et la terre vient ensuite. Mais si on regarde Beyom Asot, le jour où les choses ont été formées, sur le terrain, terre et ciel. C'est terre d'abord et ciel ensuite. Donc on voit que même au niveau de la Torah elle-même, il y a deux légitimités. C'est pas une question que on est en train de faire le procès des hommes, oh les méchants, oh les vilains qui se basent sur la réalité, qui appellent un cochon animal cachère. Vous comprenez? C'est pas de ça qu'on est en train de, c'est pas de ça qu'on est du tout en train de discuter, parce que même dans la Torah, ça veut dire de faire un monde qui est un monde physique et matériel, dans lequel l'apparence de premier donne le titre de premier. Je suis sorti de premier, je suis le premier. Commencer à philosopher sur les choses, ça implique que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Même si on sait scientifiquement le processus, même s'il y avait quelque chose de scientifique, même si Rachi voulait ici nous dire quelque chose de scientifique, même si on, mais ça c'est pas comme ça. Il y a dans la Bria, ça veut dire le regard d'Hachem, le regard d'en haut va privilégier le ciel et ensuite la terre. Et le regard de la Asiya, du monde, eh ben c'est Esav qui sort le premier, terre et ciel. Quand on parle d'Asiya, vous voyez, j'oppose non seulement l'ordre dans lequel ciel et terre ou terre et ciel, mais aussi le verbe qui est couplé à cela. Dans la Bria, bara Elohim, bara, Bria, regard d'en haut, regard du ciel, mon premier-né, c'est le ciel et la terre. C'est les valeurs qui sont l'essentiel, parce que c'est la finalité, parce que tout ce que vous voulez. Ouais. Donc c'est ça qui compte, et la terre n'est que le moyen de la réalisation de cela, ou l'épreuve pour arriver à réaliser cela, mais il est bien clair que les finalités, c'est dans le ciel qu'on les trouvera. Le monde des valeurs, c'est dans les ciels. Dans le ciel. Quand on va passer à la réalisation, la Torah elle-même prévoit que la réalisation donne primauté à la terre. Donc la Torah elle-même donne légitimité à appeler Esav le premier. Vous entendez, c'est important cette histoire-là. Il n'y a pas ici que la Torah dit oh, vous avez appelé votre cochon, mais vous prétendez, vous avez enlevé quelque chose de, comme si on était en train de faire procès des gens qui appellent selon l'apparence. Je dis la Torah aussi, elle appelle selon l'apparence. Puisque la Torah, quand elle parle de Yom Asot, le jour où les choses sont formées, eh bien, elle fait aussi passer la terre avant le ciel. Donc ça veut dire que c'est pas un procès qu'on est en train ici d'intenter aux gens qui se sont permis de. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est tout à fait légitime, mais on est juste en train d'opposer un point de vue, une légitimité qui est la légitimité du ciel, de la Bria, de la Yutsira, des choses élevées, et une légitimité tout aussi légitime, qui a de la place d'après la Torah, qui s'appelle le porc. Dire que le porc il est cachère, mais pas dire déjà, on n'est pas déjà en train de condamner Esav avant qu'il ait commencé à faire des bêtises. On commence pas avec, c'est pas intéressant, c'est rien, Midrash ne s'occupe pas des bêtises comme ça. Vous comprenez? Pas des comptes. Et de la même façon, on va comprendre quand tout le monde l'appelait, c'est pas pour dire que tout le monde a donné le nom et quand les gens ils se sont emparés devant cette évidence que le nom il s'appelle Esav, alors on les a laissés eux donner le nom. C'est pas ça. C'est-à-dire, ça c'est le nom, la primauté de celui tel qu'il apparaît, dans cette évidence que c'est un Esav. Cette évidence d'être le premier de Beyom Asot Aretz le Shamaim. Oui, Eretz le Shamaim. Et ça c'est Eretz quoi. C'est ça le droit. Bien. Vous allez me dire maintenant, c'est intéressant de réfléchir. Mais qu'est-ce que ça change? Ou bien qu'est-ce que ça induit? On va parler de façon un peu plus compliquée. Qu'est-ce que ça induit le fait de regarder les choses sous l'angle de. Vous voyez, Hachem, il est donc plus génial que le génie. Il a mis l'histoire juive en porte-à-faux, si vous voulez, que son premier-né, il ne soit pas le premier-né. Vous voyez, on aurait dit,
les imbéciles, c'est-à-dire tout le monde, sauf dans cette salle, alors les imbéciles vont dire qu'Hachem, ou que le hasard, il a mal fait les choses. Oh, quel dommage que les Juifs ne soient pas sortis les premiers. Oui, mais c'est ridicule. C'est qu'en vérité, a créé et a fonctionné sur une opposition de Rishon le Yotziah et Rishon le Yetzira, de premier de la sortie à la sortie et le premier à la formation. C'est ça ce qu'Hachem tient à faire. Pour quelle raison? Alors on va un tout petit peu avancer si vous voulez. Lorsque on va donner les brachot, on va donner les brachot à Yaakov et à Esav. Alors, Kavzaïn, Kafret, les brachot qui sont accordés à Yaakov. V'yitel lecha Elokim ital hashamayim mishmanei haaretz verov dagan vetirosh. Que Dieu, que Elokim te donne et qu'il te donne de la rosée du ciel et de la fertilité de la terre, du gras de la terre, et une abondance de céréales et de vin, etc., etc. Rashi rebondit là-dessus. Yiten lecha, et qu'il te donne. Yiten v'yarzor v'yiten, comme si la bracha elle est beshefa, comme ça avec. Et qu'il donne. Ça veut dire et encore qu'il donne. Une bracha ad blidai, une bracha donnée de bon cœur et. Seulement, Rashi, en cours de développement, il dit Maou ha Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? V'itel lecha Elokim. Elokim, je traduis ça par Dieu. Je pense que c'est, bien que le mot de Dieu incommode certains, mais je pense que Elokim, pour différentes raisons, en général, il faut le traduire par Dieu. Quitte à mettre des choses derrière, mais il y a beaucoup de choses derrière Dieu, parce que derrière Elokim, c'est aussi une notion qui n'est pas simple. Je vais traduire Dieu, bien que ça fait comme ça très goy. Bon. Maou ha Elokim. Alors, chez nous, Dieu, ça renvoie à Midat Adin, Bedin. Im ra'ouy lecha yitel lecha, ve'im lav lo yitel lecha. Si tu le mérites, alors qu'il te donne. Si tu ne le mérites pas, qu'il ne te le donne pas. Aval Esav amar mishmanei haaretz yemoshavecha. Quand Esav vient après demander sa part, on lui donne de la fertilité de la terre, tu reçois ton domaine, ben tzadik ben racha yitelecha, qu'il te le donne, que tu le mérites ou non, qu'il te donne. Ou mimenu lamat shlomo, kesheasa habayit, sider tfilato, et de cela a tiré la leçon le roi Shlomo, qui quand il a construit le Beth Amikdash, qui était le haut lieu des prières, comment et de la avoda, du service divin, il a fait une tfila spéciale à ce moment-là. Israël, Shehubal, Emuna, Mwadzik ala betadin, lo yikra, ou Mwadzik ala vadin, lo yikra lechat. Que Israël, que c'est des gens qui ont fondamentalement croyance en Hachem et qui acceptent comme juste le jugement d'Hachem et n'en fera pas un scandale. Le Fikar, qu'est-ce qui est marqué à propos d'eux? Venatata le ish kechol drachav. Asher teda et levavo, et tu donneras à chacun, parlant de ce que les Juifs vont te servir, à chacun selon son mérite, car tu sais ce qu'il a dans le cœur. Entre parenthèses, ce qui est joli, c'est que Rashi n'a pas parlé ici, c'est pas intéressant ici. Le man il me doule ira et Hachem, afin qu'il craigne Hachem. Oui, mais aval nochi, mais le non-juif, Mechoussar Emouna, lui il n'a pas cette foi véritable. Le Fikar Amar, Atatishma Shamayim, Vasita Krola Shirikra Lecha, Nochi. Toi, le ciel, que tu l'écoutes, quoi qu'il fasse, et que tu lui donnes. Le man il mad l'ira et Hachem, afin qu'il craigne Hachem. Eux ils craignent Hachem sur le fait que ça marche. Dieu il est très fort. Oui, donc la preuve, Got mituns, quoi. Si Dieu il existe et que ça marche bien chez nous.
Oui, on a fait un effort, ils donnent quelque chose, mais ils ne sont pas incapables d'une vraie remise en question. Israël qui a une vraie mouna, qui se remet véritablement en question. Lui, il craigne Hachem non pas parce que ça marche, je dirais presque quand ça ne marche pas, que parce qu'ils savent que Hachem, il sait. Et donc, c'est tout à fait une autre. On craint Hachem tellement on a peur et qu'on est terrorisé de ce qu'il connaît tellement bien. Ouais, c'est tout à fait un autre regard. Quoi qu'il en soit, ici Rachi relève la grande différence. Que quand il s'agit de donner à Israël, qu'il te donne d'après ce que tu mérites. Les nations, tu leur donnes sans condition. Ça reprend au niveau des peuples, d'Israël et des nations, ce qu'on voit chez nous, chez les ancêtres, Yaakov et Esav. Chez Yaakov, V'itel lecha Elokim, imatazocheken, seulement si tu mérites. Si tu mérites, d'accord? Bien. Mais si tu ne le mérites pas, ils ne te le donnent pas. Et ainsi pour leurs descendants avec Shlomo Ameler. Par contre, les nations, c'est pas marqué Hachem ni rien, il te donne. Voilà, tu auras ton gagne-pain, ta croûte avec l'Italie, les richesses de l'Europe, ils sont à toi. Comme ça que c'était la bracha, mais sans inconditionnel. C'est pas marqué que c'est une bracha inconditionnelle. Oui, un peu plus tard, Esav arrive, il fait les plats, etc. Et il se rend compte qu'il a été floué ou je ne sais pas trop quoi. Vraiment, c'est un grand légitimiste à condition que la légitimité soit de son côté à lui, n'est-ce pas? Bon, alors, et il se rend compte que son frère lui est passé devant. Et donc, il n'y a pas de bracha pour lui. Vayomer Esav et la vive, c'est la seule fois où j'ai versé une larme sur Esav. Vayomer Esav et la vive, abracha ra, hilcha avi. Est-ce que tu n'as pas, papa, tu n'as pas une seule bracha? T'as rien qui te reste? Bacheni gamani avi. Mais bénis-moi aussi, je suis ton fils. Et lui, il faisait kibud avaim. Mais tiens, toi, tu n'as rien pour moi? Vaïssa, Esav kolo vayev. Il a élevé la voix, il a pleuré. Seule fois où vraiment j'ai. Yitzhak aviv vayomer elav. Yitzhak, son père, lui dit Hine mishmane haaretz yemoshavecha umital hashamayim me'al. Voici que je sais pas quoi, la fertilité de la terre, ça sera ça ton domaine, et la rosée du ciel, tu vivras sur ton épée, tu serviras ton frère, phrase très difficile à traduire, mais qui se traduit essentiellement par le fait, et lorsque tu aurais de quoi gémir sur le fait qu'il a eu le droit d'aînesse parce qu'il ne le justifie pas, alors alors tu pourras te débarrasser de son joug sur toi. Vous entendez? Magnifique ce qui est marqué ici. On a l'impression qu'il s'agit un peu d'une volte-face dans l'attitude de Yitzhak. Il a tout donné à Yaakov. Viens Esav, et il vient, et il dit, Ba achicha bemirma, bechorma, il dit, tiens, mais il y a ton frère qui est déjà passé, et je lui ai donné, je lui ai dit que les autres frères, toi, vous êtes ses serviteurs, que c'est lui qui l'emporte. Il dit, alors, la crainte que Yitzhak il avait, c'est parce que lui-même, tout d'un coup, il aurait, d'après le Pshat, pris conscience qu'il s'est fait avoir par Yaakov. Mais Esav lui dit, non, le salaud, 2 fois qu'il m'a roulé, il m'a pris le droit d'aînesse, maintenant il prend encore les brachot. Il va séréner Yitzhak, très content. Alors, mais je l'ai rendu puissant par rapport à toi.
il faut m'asser béni. Et je lui ai donné tout, etc. Vet kolechav natatilo ladim, ses frères, je lui donne comme esclaves. Vedagan vetirosh martiv, je lui ai donné le vin, les céréales. Il faut m'asser béni. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Commence Esav à éclater en sanglots. Quoi, papa? Rien pour moi? Quoi? J'existe plus? Il n'y a rien? Hachem, il lui donne. J'ai l'impression que c'est un peu donner d'une main et reprendre de l'autre. Ça a l'air ici, Yitzhak qui est un tel légitimiste et qui est très content finalement de découvrir qu'il a donné à celui qu'il a légitimement acheté, ce qui voudrait dire qu'en vérité, le droit d'aînesse a été véritablement vendu. Mais ça ne répond pas à la question, la vérité. Il vient et dit, mais j'ai plus rien pour toi. L'autre il pleure, il dit, bon ok, d'accord, alors je vais te donner. Mais comment ça se passe, cette histoire-là? Comment ça se passe? Je veux dire, ici, Yaakov et Esav, en vérité, répondent aux critères des deux légitimités. C'est-à-dire comme ça. Il y a une légitimité de Yaakov d'après la Yetzira, c'est-à-dire d'après le monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si on est au niveau de répondre aux exigences d'Hachem pour son peuple, alors on est premier-né. On est premier-né d'Hachem. Et alors, c'est nous qui dominons le monde. Et c'est ça la bracha qui a été donnée à Yaakov. Je l'ai rendu plus puissant que toi. Je lui donne tous ses frères comme serviteurs, etc. Ça ne se discute pas si, et seulement si, Haïlokim, si c'est méritant, si d'après la justice, il est juste que tu sois aîné, c'est-à-dire si tu corresponds aux critères de justice qui sont celles d'Hachem qui tiennent compte de la morale, si d'après la morale tu justifies, alors là, à Elohim, veitel lecha Elohim, qu'Hachem il te donne et qui te redonne à foison et autant qu'il faut et autant et encore et encore et encore. Tout pour toi, rien pour Esav. Il te baise les pieds. Mais ta légitimité n'est que tant que tu tires ta légitimité du Olam HaYetzira Vabriya, que Shamaim, il est en haut de Haaretz, que tant que tu réponds à cela. Mais le jour où tu réponds pas à cela, je t'ai jamais donné le droit d'aînesse. C'est-à-dire, c'est ton frère qui reprend tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une légitimité d'être le premier dans le monde, et il est le premier au monde. Et ce premier au monde, il est le premier au monde. Et ça peut pas être vendu. C'est comme ça que la Torah, elle considère que le droit d'aînesse, disons, le droit du premier, le droit d'être premier au monde, c'est un droit premier au monde. Et si Esav, quelque part, dit « ça me revient le droit d'aînesse », il a tout à fait raison. Vous entendez? Il a tout à fait raison que du point de vue du monde, la Torah légitime absolument sa primauté, et c'est pour cela que ça Elohim, la bracha de Yaakov pour son fils, c'est seulement Elohim. Si tu le mérites, alors, au nom de l'idée, au nom du tachlit, sauf maaseh b'machashavatrila. Oui, regardez, sauf maaseh b'machashavatrila. Ce qui se réalise au début, c'est cette espèce d'inversion de le projet, etc. Bon, alors, là-dessus, le marchavatrila, si on est à la hauteur de la marchava, ça veut dire du projet divin, alors c'est ça qui a la priorité dans le monde. Mais si on n'est pas à cette hauteur-là, ça ne sert à rien la vente du droit d'aîné, rien du tout, rien n'a changé. La réalité, et ça, il est premier. Donc, parler, qui est le premier? Qui est légitime? Ben, Israël, s'il est au niveau. Parce qu'il ne peut avoir sa légitimité qu'à titre de la légitimité d'Hachem, de Béni Bechor Israël, c'est-à-dire celle de la Yetzira, celle des valeurs, au nom des valeurs. Il n'aura jamais la légitimité du fait de sortir le premier, parce que sortir le premier, il n'est pas sorti le premier.
Il n'est pas sorti le premier. Donc, si on est qui est l'imposteur? L'imposteur, je vais le dire qui c'est. L'imposteur, c'est Esav quand il prétend d'être l'aîné, quand Israël justifie le fait que eux sont les premiers. L'imposteur, c'est Israël. Le jour où ils prétendent être le premier, dans l'ordre sans le mériter. Parce que si on ne le mérite pas, on n'est pas le premier. Parce que si tu ne le mérites pas, tu es dans l'ordre de la nature. Et dans l'ordre de la nature, le premier sorti, c'est le premier. Alors, donc je dirais, en vérité, Rachi n'est pas du tout en train d'essayer de faire de la science-fiction ou il ne s'occupe pas du tout de cela. Il veut seulement nous parler de Sof Maaseh Marchavatri. Il veut parler de l'inversion qu'il y a entre le ciel et la terre. Et c'est de ça qu'il parle, Rachi. Il le dit dans des mots, mais c'est pas que Rachi connaît l'anatomie de savoir que ça se passe comme ça et qu'est-ce qui est fécondé d'abord et qu'est-ce qui n'est pas fécondé d'abord. C'est pas du tout ça le problème de Yaakov, de Rachi. C'est pas du tout son problème. Son problème, c'est d'opposer la légitimité de l'idée par rapport à la légitimité des actes. Enfin, des actes du monde des actes. C'est ça qui est l'opposition. Et la légitimité d'Isaac, le projet, il est toujours antérieur à la réalisation. Mais à la réalisation, elle commence toujours avant que d'aboutir. Vous comprenez? Donc on est dans une espèce de... Le génie, disons, de la Torah, d'avoir donné une double légitimité, une inconditionnelle, c'est la Esav. Elle est donnée. Il n'a pas besoin de la justifier. Que les goïms méritent ou qu'ils ne méritent pas, on leur donne. Vous comprenez? Et Esav, s'il est au niveau d'être le premier, il n'a pas besoin de... On lui donne pas de bracha, on lui donne rien du tout, on lui donne, voilà, la richesse, l'opulence. C'est ça ce qu'il a besoin, Esav. Il a reçu ça. Fini. Il n'y a pas de condition, c'est inconditionnellement. Son droit d'aînesse, inconditionnel. Yaakov, il le dépasse, il le supplante, mais c'est tout à fait conditionnel. C'est seulement si ça vient du Créateur, mais pas de la création. La création donnera toujours raison et justifiera toujours la prééminence de Esav. Toujours. Et ça c'est vrai. Et ça c'est vrai que le monde a été créé comme ça. Biom Asot, le monde Asot, de fer, Asoui, Esav, Eretz passe avant Shamaïm. Ça toujours ça sera comme ça. Et c'est seulement si nous on se hisse à la hauteur du projet, si on est fidèle, si on remplit bien les objectifs d'Hachem dans la création du monde, c'est ça qui va faire que nous, on prendra le premier pas. Et ça, il ne prend pas les brachot de... Pardon? Il ne prend pas les brachot de Yaakov. C'est-à-dire, si Yaakov n'est pas à la hauteur, qu'est-ce qui se passe? Il ne prend pas quand même les brachot. Il a ses brachot propres à lui, quoi. Oui. Il y a deux brachot. Oui. Mais moi, j'ai parlé de la brora, si tu veux. Les brachot, c'est encore un chapitre très très compliqué. Voilà. On va s'arrêter peut-être là, parce que...